Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de notre actualité aujourd'hui. Sur le plan national, nous reviendrons sur la réception du Premier ministre malien par le président Bouteflika. À l'international maintenant, nous évoquerons l'Italie, où un bilan de 200 à 300 naufragés morts en mer est reporté à Lampedusa. Nous intéresserons ensuite au sommet de Minsk concernant la question ukrainienne, avant de considérer le nucléaire iranien avec un possible accord en mars. Dans l'actualité nationale, le président Abdelaziz Bouteflika a reçu hier le Premier ministre malien Modibo Keïta en visite de travail et d'amitié en Algérie. Pour rappel, la visite de M. Keïta en Algérie intervient dans un contexte spécifique marqué par la tenue à Alger de la 5e phase des négociations intermaliennes que l'Algérie abrite depuis leur lancement en juillet 2014. À son arrivée à Alger, Modibo Keïta a salué le rôle remarquable de l'Algérie dans le dialogue intermalien, exprimant son grand espoir de voir la 5e phase de ce dialogue aboutir à un accord permettant le retour de la paix et de la stabilité au Mali. La situation au Mali et le processus du dialogue entre les parties en conflit ont été au centre des discussions. La question de la Libye et Boko Haram dans le delta du Niger a également été soulevée. Nouria Benrabrit, ministre de l'Éducation nationale, a affirmé mercredi que les textes réglementaires relatifs à la prime de rendement et à la valorisation des heures supplémentaires ont été transmis au gouvernement. Invitée de la chaîne 1 de la radio nationale, Mme Benrabit a indiqué que les textes réglementaires sur la prime de rendement et la valorisation des heures supplémentaires se trouvent actuellement au niveau du gouvernement. La ministre a réaffirmé que les portes du dialogue restaient ouvertes avec le partenaire social et qu'une rencontre avec le Conseil national autonome des professeurs d'enseignement secondaire et technique élargi était prévue aujourd'hui. Elle s'est dite prête à recevoir les représentants de la coordination syndicale qui a observé une grève les 10 et 11 février. Mme Benrabit a affirmé que le dialogue avait fait ressortir des défaillances dans le statut particulier qui convient de réviser, dans un délai maximum de 5 années avec la possibilité de résoudre quelques problèmes au cours de cette période. Concernant la plateforme des revendications de la coordination syndicale du secteur de l'éducation, la ministre a estimé que le problème est dû à un désaccord sur le contenu de ces revendications. Elle a souligné que le recours répété à l'option de grève en tant que moyen de règlement des problèmes était inacceptable, estimant que la plupart des problèmes posés par la coordination syndicale sont en rapport avec la gestion locale. Elle a ajouté que la bonne volonté existe pour régler tous les problèmes du secteur, exigeant du temps pour ouvrir un long débat sur les dossiers du secteur en vue de développer et de promouvoir l'école algérienne au niveau international. Les travailleurs de l'éducation ne sont pas des ennemis, a encore souligné Mme Benrabit, affirmant leur vouer un grand respect eu égard à la noble mission qui leur est assignée dans l'éducation des générations. Afrique maintenant, où sur la question du virus Ebola, John Kirby, porte-parole de l'US Navy, a déclaré dans un communiqué qu'un très grand nombre de soldats américains auront réintégré leur base d'ici le 30 avril, en précisant que près de 1500 soldats avaient déjà quitté plusieurs sites du continent africain. Les soldats américains ont été jusqu'à 2800 au plus fort du déploiement, principalement au Libéria, mais aussi au Sénégal. Ils ont mené des missions de soutien dans la lutte contre l'épidémie, construisant des unités de traitement d'Ebola, formant des centaines de personnels de santé local et international et apportant un soutien logistique aux travailleurs humanitaires, indique M. John Kirby. Pour soutenir les 10 000 civils qui restent sur le terrain en Afrique de l'Ouest, le ministère de la Défense va laisser d'importants équipements qui pourront aider à lutter contre des réapparitions de l'épidémie à l'avenir, précise le porte-parole. De plus, une centaine de militaires américains maintiendront une présence continue sur place après le 30 avril pour continuer de soutenir le dispositif mis en place pour lutter contre la fièvre hémorragique. Washington a évalué à 20 000 personnes, dont 3 400 issus de pays occidentaux, le nombre d'étrangers combattant dans les rangs de Daesh en Syrie, a déclaré devant le Congrès un haut responsable du Centre national antiterroriste américain. Ces arrivées massives sont annonciatrices. Selon des observateurs, les recrues sont passées par la Turquie et la Jordanie. Nous estimons qu'au moins 3 400 de ces combattants étrangers viennent des pays occidentaux, dont 150 Américains, a estimé Nicolas Rasmussen. Le nombre d'aspirants au voyage augmente lui aussi, a-t-il poursuivi. Notons que la majorité de ceux qui partent en ce moment va rejoindre les rangs du groupe djihadiste d'État islamique en Syrie et en Irak. Les tendances sont claires et inquiétantes, a-t-il estimé.
Les chefs d'État ukrainiens, russes, français et allemands se réunissent ce mercredi soir à Minsk pour décider de l'avenir de l'Ukraine. C'est le sommet de la dernière chance pour arriver à un cessez-le-feu et trouver un accord de paix durable concernant la crise ukrainienne. C'est sans doute la rencontre la plus importante depuis le début de la crise ukrainienne. Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko et Vladimir Poutine se réunissent ce mercredi soir pour tenter d'enrayer plus de 10 mois de conflit et mettre fin aux violences qui sont actuellement à leur summum dans l'est de l'Ukraine, causant plus de 47 morts ces dernières 24 heures. Le climat est tendu à la mort de cette réunion. Le président ukrainien a ainsi déclaré qu'il n'hésiterait pas à faire appliquer la loi martiale en cas d'échec des négociations. De son côté, Angela Merkel a annoncé qu'elle se rend à Minsk dans le but de tout essayer. Elle a considéré cette rencontre comme une lueur d'espoir, tout en restant mesurée sur son issue, qu'elle considère incertaine. Dans la nuit de mardi soir, Barack Obama a appelé Vladimir Poutine en lui signifiant que si la politique agressive russe en Ukraine continue, le pays soviétique verra le prix à payer augmenter. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, considère quant à lui que des progrès notables ont été effectués, tout en mettant en garde les Ukrainiens à ne pas trop être gourmands concernant la question du contrôle de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Au lendemain de cette rencontre, lors du sommet européen de Bruxelles, le président Petro Poroshenko devrait s'exprimer sur l'issue des négociations. Toujours sur le même sujet, on vient d'apprendre qu'une source visiblement bien informée, citée par l'agence de presse russe TASS, a indiqué qu'une réunion du groupe de contact sur la crise ukrainienne aurait abouti à un accord sur un cessez-le-feu dans le Donbass, avec le retrait des armes lourdes à 15 km de la ligne de contact entre les parties en conflit. Cette source a déclaré après la réunion dans la capitale biélorusse, Minsk, que les participants au groupe de contact ont également discuté du futur statut politique de la région du Donbass et les principes de la gestion ainsi que la tenue d'élections locales. Immigration, ou comme nous l'avons rappelé dans le titre de ce journal, entre 200 et 300 personnes ont disparu en